les yeux et les oreilles de la photographie contemporaine. Io sono il paradosso perduto che avete reso cartolina, destinazione effimera e trasognante di estate, debordante dei vostri eccessi. Io sono lo specchio del mondo. Io sono la natura spettacolarizzata, sfruttata, annientata sotto il peso del vostro cemento, delle vostre città. Le montagne ed i mari, sacri tutti, profanati dal voyeurismo che pervade l'evoluzione della vostra specie. Vedete per non sapere, conoscete senza capire. Mi mostrate, mi rivendicate calpestandomi. Fra le folle che sbarcano io non ci sono più. Ci siete solo voi e i vostri interessi, all'orizzonte. Non dimenticate però che siete solo una virgola sulle pagine della mia esistenza. Io sono l'isola che prima non c'era e che adesso c'è. Bonjour, je m'appelle Chiara Indelicato. Je suis italienne et j'ai 37 ans. Et je suis photographe. Et mon parcours, je dirais que c'est un parcours un petit peu particulier dans la photographie. En fait, j'ai appris à photographier, à faire de la photo grâce à ma mère et à mon père quand j'étais très jeune, à 6 ans. Et dès que je savais écrire, en fait, pour me calmer un petit peu, ils m'ont donné un petit carnet, un appareil photo très lourd et très vieux. Et voilà, comme ça, je pouvais m'entretenir et réfléchir aux photos que je prenais et faire des croquis et voir mes erreurs après. Et voilà, c'était ça mon début dans le monde de la photographie. Et ce monde a été vite abandonné, du moins comme travail, parce que j'ai été poussée vers d'autres choses, d'autres métiers, notamment les voyages, les langues. Et, du coup, j'ai étudié interprétation et traduction. Je suis passée après au monde de la mode, dont je travaillais pendant une dizaine d'années, comme je travaillais dans les branding et dans les marketing, et avec les produits. Et en 2018, une fois que j'avais redéménagé sur Paris, j'ai perdu mon travail et ça, c'était la bonne occasion pour aussi changer de vie. Et c'est comme ça que en essayant de comprendre ce que vraiment je voulais faire dans ma vie, je me suis rapprochée encore une fois à la photographie et j'ai décidé d'essayer de faire ce métier ou de comprendre comment on faisait, si c'était un métier, comment on le faisait en fait. Et voilà comment je suis arrivée ici. Depuis 2019, j'ai fait des très belles rencontres. Et c'est comme ça que j'ai pu évoluer très vite dans ces milieux et que mes projets ont eu l'opportunité d'évoluer. Et c'est comme ça que Pelledina Lava est né, en fait, à travers un élan qui m'avait été donné par d'autres personnes de continuer à essayer avec un procédé qui avait l'air de marcher très bien pour moi. Cela dit, le café et l'eau de mer. En 2023, j'ai été invitée par les lieux de la photographie à faire une résidence dans le cadre du programme Entre les images qui est porté par les réseaux Diagonales sur l'Orient. Pendant la résidence, du coup, j'ai accompagné 2 groupes de classes de spécialisation art plastique du lycée du Puy-de-Dôme et un groupe du centre social Polygone dans la découverte de la photo argentique, du développement au tirage avec ma méthode, du coup, à base d'eau de mer et de café. Et avec eux, on a articulé les temps en repérage et prise de vue près de l'eau, du coup, soit à l'armoire plage, soit aux terres.
Et successivement, on est passé à la phase développement négatif. Et pour finir, on est passé au tirage de la photo et à l'accrochage d'une grande expo dont tout le monde a exposé son propre travail de développement et des tirages. Pendant ce temps, pendant ces temps des résidences, moi j'ai commencé à explorer les territoires. D'abord en faisant des repérages, juste pour avoir une idée de qu'est-ce que c'était les lieux où on allait faire des photos avec les élèves et les personnes du groupe de Polygone. Et après aussi pour construire mon image à moi de la Bretagne que j'étais en train de découvrir. Si au tout début j'étais un peu frappée par l'absence-présence de la mer, un peu les silences, à la fois les silences et à la fois cette blancheur qui est un peu partout et que ça dépend du ciel, ça dépend des nuages, mais aussi de la couleur qui ressort encore plus avec du soleil. Je suis tombée amoureuse de cette espèce de monde liminal qui existe entre la terre et la mer, qui est l'espace des marées, en fait. C'est un espace qui a des temps très serrés. De 6 heures en 6 heures, ça s'est rempli et ça se vide. Et il y a des moments qui m'ont fait beaucoup penser, en fait, à ces rôles de l'homme, de l'humain. Et c'est ces moments de grandes marées où, en fait, moi, je voyais, et moi aussi, je m'aventurais très loin à la plage, sur une plage que normalement c'est rempli d'eau, parce que c'est de la mer. Et cette présence humaine qui allait en fait déranger tout un environnement qui était en effet tranquillement en train de somnoler sous le soleil. Et là, c'était un moment en fait qui m'a énormément touchée, parce que c'est comme si, parce que j'ai aussi pensé, mais qu'est-ce que c'est notre place en fait dans cette marée? Notre place, c'est d'aller chercher des algues, c'est d'aller chasser des petites bêtes qui sont enfilées dans les roches sous la plage, ou c'est aussi un moment pour se reposer, pour faire une pause, pour créer du silence là où en fait on en a dans notre vie. Et ces rythmes sans cesse des marées qui étaient toujours les mêmes mais toujours différents, ça m'a énormément touchée, énormément frappée. Non seulement dans la partie visuelle, mais surtout dans les bruits. Que tout le monde, en fait, me disait qu'il n'existait pas vraiment le bruit des marées, mais que moi, je suis assez sûre d'avoir senti. C'est des bruits qui sont complètement différents de l'arrivée du marais et du départ de cette marée. Mais que du coup, dans l'essence poétique de mon travail, ça m'a beaucoup aidé à construire ma pensée et construire aussi mes vadrouilles, qui se sont aussi beaucoup concentrées sur Gabre, qui est devenu en fait mon endroit primaire où aller chasser un peu toutes mes images et toutes les marées. J'ai trouvé en fait cette alternance de l'océan normal, la mer interne, la petite mer, tous ces bizarres noms, ces drôles de noms en fait qui s'est répété, qui créent des paysages qui est évanescents en fait, qui durent le temps du marais et qui après vont redevenir autre chose encore une fois. Je ne sais pas, c'était une résidence très intéressante et très drôle d'un point de vue vraiment de l'observation et de l'interaction de la nature avec l'humain. Et tout ce que je suis, tous mes raisonnements et toute la résonance, c'est comment j'ai abordé mon questionnement de la nature, de cet équilibre nature-humain à Lorient, et comment on a vécu aussi ces côtés de cette chimie un peu plus naturelle que j'utilise et qu'on a utilisé aussi avec les étudiants pour faire approcher en fait notre monde à la mer, pour se faire aider par la mer à développer des photos ou à créer du contraste.
Pelle di Lava est un projet qui commence en 2021. En 2021, quand Pelle di Lava est né, je viens de décider que je ne veux plus habiter à Paris. Et vu que je n'étais pas trop sûre si je voulais rester sur Paris ou sur Arles, j'ai décidé la troisième option, que c'était celle de passer un hiver à Stromboli. Comment je suis arrivée sur cette île? Je suis arrivée sur cette île par hasard. J'y retourne en 2017 grâce à mon cousin et avec l'excuse de se faire une petite vacance, nous deux, il m'amène à Stromboli et quelque chose change. Je commence à penser souvent à l'île, même quand je suis pas, et j'y retourne 3 fois cet été. Je continue à retourner tous les étés, toujours plus souvent. Et on arrive à un moment que ça coûtait comme assez cher de continuer à retourner. Et cette petite idée et si j'essayais de voir qu'est-ce que c'était effectivement de vivre sur une île. Et ça y est, du coup, en 2021, je décide de passer un hiver à Stromboli. Et la question se pose, quel genre de photos je veux continuer à faire? Parce que je ne peux pas faire de photos argentiques à Stromboli, vu qu'il n'y a pas un moyen facile de recycler ou de jeter les acides, les révélateurs et toute la chimie. Et d'une façon, je me mets à bidouiller et je me mets à rechercher sur Internet s'il y avait des façons un peu plus écologiques de tirer de photos. Et ça y est, je vois Cafénol. Les premiers résultats, en suivant des recettes que j'ai trouvées, je n'étais pas aussi bien. Et du coup, avec les temps, je pense que je me suis un peu détachée pour l'ajout d'un ingrédient assez particulier aussi, l'eau de mer ou de l'océan. Ça dépend d'où je suis. Ici, c'était l'océan. Mais du coup, pour moi, pour ce qui a concerné le développement de la technique à Stromboli, c'était nécessaire parce que vu que Stromboli n'a pas d'eau, vu qu'on est fourni d'eau par un bateau, par exemple, j'avais décidé à l'époque de ne pas utiliser l'eau de la citerne, l'eau du bateau, parce qu'elle est précieuse. On la paye, il y a un bateau qui pollue, il y a quelqu'un qui se prive de son eau pour nous la donner. Voilà, il y a des enjeux qui allaient assez loin. Et c'était naturel d'utiliser l'eau de mer. Et les procédés, en fait, donnent des résultats différents avec des eaux différents. Avec l'eau du port de Lorient, on avait eu des résultats qui étaient assez verts, roses, qui étaient assez colorés. Donc, j'imagine que là, toute autre chose que de l'eau et du sel qui sont serrés dans les procédés chimiques de l'argent et des sels d'argent sur les papiers. L'eau de la mer Méditerranéenne, elle est beaucoup plus salée. Ça donne des résultats qui sont très différents par rapport à l'eau de l'océan. Enfin, l'eau de mer je pense que c'est une constante très variable de la procédé que j'utilise. Cette procédé, en fait, me permet d'arriver toujours à des résultats qui peut-être ne sont pas aussi parfaits comme les résultats qu'on a avec de la chimie, mais que quand même ça en rapproche assez et qui ont leur propre caractère. Plusieurs choses qui sont hors de mon contrôle, mais qui font partie aussi de la procédure, en fait. Comme les grains de sable, quand la plupart des photos ou des négatifs sont un peu rayés. Je ne filtre pas mon eau. Ça sera inutile de filtrer de l'eau de mer, en fait, je crois. Du coup, je m'approprie aussi de tout ce qui n'est pas un bon résultat, mais qui c'est des défauts, en fait, de production. Et ça fait partie de cette unicité de l'être unique de ces photos.
en fait, des images qu'on a créées, et de la procédure même. Du coup, Pelle di Lava naît un peu comme ça, de cette noirceur. Et c'était ma façon de m'interroger sur la qualité de temps. Quel genre de temps on a sur une île qui est très éloignée de tout, dont il y a un volcan qui est aussi actif, et ces volcans font du bruit d'une façon régulière. Et est-ce que c'est le même temps? Est-ce qu'on réagit tous de la même façon? Et au fur et à mesure que je vivais sur l'île, j'ai commencé à voir qu'il y avait des communautés à l'intérieur de la communauté. Des gens que beaucoup avant moi étaient arrivés sur l'île et l'avaient jamais plus quittée. Et ça aussi a commencé à avoir une influence sur le projet de Pelle di Lava. Pourquoi en fait on arrive tous ici, on n'arrive pas à s'en aller? Je pense que c'est à ces moments-là que j'ai vraiment compris les thèmes principaux de l'invention de Morel. C'est un livre fantastique sur une île et une machine très bizarre et cette idée du temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Et Pelle di Lava naît comme ça, en observant un endroit que n'était pas encore ma maison, un endroit que n'avait pas encore subi toutes les catastrophes qu'on voit aujourd'hui dans les Pelle di Lava qu'on peut voir. Et en fait, l'île était un endroit entre les refuges et la cachette. Et un endroit du monde, mais loin du monde, dont j'avais commencé à mettre toutes les qualités du monde parfait. J'imagine juste parce qu'on était bien loin de la mer. Et c'est là aussi que cette idée de faire parler les volcans, à la place de nous parler, a pris pied et est devenue très forte. Pour moi, habiter sur Stromboli, ça veut dire aussi habiter à côté de quelqu'un qui n'existe pas ailleurs, et c'est les volcans. Je sais que c'est assez bizarre d'en parler de cette façon, mais c'est la première présence sur l'île, sur cette île de 12 km² avec 2 petits villages et un volcan au milieu. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est à ces moments-là, quand je venais tout juste de mettre un pied sur l'île et de commencer à l'apprivoiser, plus ou moins, que je me rendais compte aussi des dynamiques qui s'installent entre les personnes et les volcans, entre les gens qui sont nés sur l'île et ceux qui se sont installés, et tous les différents niveaux de sensations très personnelles que chacun a sur l'île, et comment on vit l'insularité, la solitude, et aussi l'être très éloigné de tout. Nous, on n'a rien à l'horizon. Du coup, ça donne beaucoup de liberté, où ça constitue en fait cet horizon très grand, des murs très épais. Chacun le voit de sa façon, ça dépend des journées. Je crois que mon processus créatif alterne de la photographie à de l'écriture, et que je pense que mes photos n'existent pas sans écriture, ou de toute façon sans tout ce que moi je note à la longueur de journée, surtout quand je suis en train de me balader ou de partir dans mes différents balades ou vadrouilles. C'est un peu c'est quelque chose qui lie en fait les images ensemble sans les forcer. Dans mon processus créatif, en fait, il y a la partie de la photographie qui est une partie
que je trouve très amusante, mais que je trouve aussi très intuitive. Ça veut dire que pour moi, la photographie est quelque chose qui est lié pas simplement à la réalité, mais aussi à la sensation. Et que du coup, comme j'ai la tendance à vivre tout d'une façon, oui, émotive, mais aussi imaginaire, j'aime bien en fait trouver des choses qu'on ne voit pas dans la réalité. Et pour trouver ces choses, il faut libérer la tête. Et libérer la tête, pour moi, ça veut dire marcher, ça veut dire prendre des photos sans trop y penser, ça veut dire s'y tromper. Du coup, je n'aime pas trop la rigueur d'un processus créatif qui est toujours le même, mais j'aime plus, en fait, cette idée de revivre des instants que j'ai déjà vécu, parce que les photos, de toute façon, c'est des instants qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà dépassés, les revivre encore une fois et les recontextualiser. Il y aura des photos qui sont recontextualisées parce qu'elles sont nécessaires quelque part, mais il y en a des autres envers lesquelles j'ai un attachement qui est émotif et n'est pas visif, en fait. Je me rappelle de comment je me sentais quand j'ai pris une photo, où j'étais, ou qu'est-ce que j'étais en train de penser, ou mon état d'âme. Moi, j'aime bien, quelqu'un les définit des photos vides. Des photos où il n'y a pas de gens, où il n'y a pas vraiment un paysage, moi, j'aime les photos des ombres, ou des photos où il y a vraiment pas beaucoup de contraste, des photos où il y a des choses qui s'annulent, ou que je fais annuler, hein. Ça, on ne saura jamais. Mais pour moi, les processus créatifs, c'est un peu tout ça, en fait. Mon processus, c'est de faire ma vie, en fait, tranquillement, plus ou moins, et revivre après, et me remettre en phase avec aussi ce que j'ai écrit. Parce que je pense que je ne terminerai jamais une journée normale dont j'ai le temps, sans avoir un peu écrit, sans avoir noté quelque chose, et qui soit inhérent ou pas. Mais je ne trouve pas que tout ce que j'ai écrit soit absolument, nécessairement la même chose de ce que je photographie. Je pense qu'il doit pas. C'est deux chemins parallèles, et ensemble, ils se complètent. E voi, uomini del mondo di adesso, cosa ne sapete della libertà? Scegliete di dimenticarvi degli antichi precetti del vivere accanto a me, leggi non scritte, antiche come le mie ossa. Scegliete di dimenticarvi della fatica laboriosa che custodisce una terra che è tanto fertile quanto delicata. Progredite verso il futuro lasciando che il cemento delle città scivoli a coprire le pietre di questa terra. Scegliete l'oblio ed io divento superstizione. Mi rendete quindi inaccessibile ai vostri figli e sfondo per i vostri nipoti. Sono l'onnipresente mai più sfiorato. Lasciate che la vostra incuria indiscriminata prenda il sopravvento sulle vestigia dei vostri padri e la chiamate natura. Allora fate di me merce d'oggetto, mi chiamate Iddu da quando avete deciso di vendermi. Un nome per esorcizzare, per nominare ciò che non si conosce ma che si teme. Ricordate però che ci vuole molto coraggio per avere paura. Les images d'archives dans ces projets jouent un rôle très important pour des raisons différentes. Pelledila se tourne autour d'un concept très simple qui est celui de l'oubli en général, mais surtout de l'oubli d'un territoire, de ce que nous on appelle territoire, mais qui en fait c'est l'endroit où on vit.
6 mois au tout début de ces projets, quand j'ai commencé à définir en fait les lignes du documentaire en 3 actes, j'avais plus ou moins une idée très acharnée sur l'urbanisation, sur l'agriculture, sur le tourisme de masse. J'avais mes idées de toute façon sur comment on était en train de gérer une île et comment on aura pu peut-être la gérer différemment. Tout ce qui est archives, et ça m'a aidé à valider des points, comprendre le passé et aussi comprendre et affiner un discours que j'ai tenté d'utiliser pour sensibiliser les gens. Du coup, les archives, à part pour leur beauté, parce que ces photos aériennes de l'île, c'est impressionnant, sont impressionnants à partir de 1938 jusqu'à nos jours. Elles te donnent vraiment une idée différente et unitaire du territoire. N'avoir jamais plus regardé la montagne apportait aussi à avoir une montagne différente de celle du départ. Et aussi, ça m'a appris énormément sur les modes de vie que les gens sur l'île avaient jusqu'en 1930, mais aussi, j'imagine, jusqu'au début des années 70. La documentation d'une vie rurale et insulaire. Dans un endroit où il n'y a pas d'eau, dans un endroit où, par contre, il y a de l'agriculture. Enfin, il fallait ne pas être des ingénieurs, mais être observateur et savoir comment un territoire marchait ou pas. On ne peut pas faire n'importe quoi là où il n'y a pas de l'eau. Et d'une façon aussi construite, il fallait un peu s'y connaître. Et je pense qu'il y avait cette sagesse populaire que ça transperce un peu de toute la documentation qu'on a sur les îles éoliennes en général, qui s'est perdue en fait, ou qui est devenue une légende. Et ça, c'est assez triste. Et après, toute la documentation d'archives un peu plus contemporaines, du coup, des cartes hydrogéologiques de la montagne, il m'aide à faire comprendre aussi à des personnes qui ne sont pas en public, mais qui sont peut-être plus dans la sphère politique de l'histoire, à faire comprendre comment, en fait, sans le vouloir peut-être, ou en prenant des risques qu'on ne devait pas prendre, on est arrivé à faire des choses très dangereuses qui, enfin, n'ont pas fait du bien à une île, à la culture d'une île, qui ont complètement éradiqué une culture sans éradiquer les gens. Je suis retournée sur l'île en début de juin 2022. Et en 2022, juste avant que je rentre, le soir de mon pot de départ de ma résidence, tout le monde m'écrivait de l'île parce qu'il y avait un énorme incendie qui était en cours et qui a duré pendant un jour tout entier et une nuit, et personne n'arrivait pas à arrêter parce que le vent s'était déchaîné, il était en train de faire des zigzags sur la montagne, en brûlant tout ce qu'il y avait. Moi, du coup, quand je suis rentrée sur l'île, j'aurais trouvé une île qui était complètement différente par rapport au mois d'avant. La première chose que j'ai fait en arrivant sur l'île, c'est de monter
un petit peu au tout début des sentiers pour aller sur le volcan, pour me rendre compte de ce qu'il s'était passé. Et c'était un spectacle effrayant. Dans mes yeux, en fait, j'avais toujours les souvenirs de toutes les fleurs que j'avais vues passer pendant Pâques, parce que j'étais sur l'île. Mais il n'y avait plus rien, c'était juste noir. Pour moi, la première réaction, ça a été d'en pleurer, déjà parce que, je ne sais pas, les cendres piquaient les yeux. Il y avait plusieurs raisons pour des larmes. En fait, ce n'était pas un feu de volcan, comme on peut l'imaginer. C'était un feu humain qui avait causé toute cette catastrophe. C'était la RAI, qui est une chaîne télé italienne, nationale, qui était venue sur l'île pour filmer une série de télé sur la protection civique. Et ils ont décidé de faire des petites étincelles et répliquer ou donner l'impression qu'il y avait un début de feu. Et l'incendie s'est déclenché très bien. Après l'incendie, moi, j'ai compté faire un herbier. Mon projet, c'était celui de réaliser une sorte de documentaire autour de la flore qu'on avait perdue, ou de la faune aussi, parce que j'imagine qu'il y avait pas mal de bestioles qu'on nomme jamais, mais qui étaient sur la montagne. J'avais commencé à faire des antotypes, j'avais commencé à faire redessiner des plantes, à regarder qu'est-ce que c'était les effets majeurs d'un feu aussi grand, et que du coup, ça a une perte au moins du 30% de la végétation endémique en faveur de celle invasive. Ça ne promettait pas bien, mais ça aurait pu donner aussi une envie, celle de commencer à reprendre les terrains, commencer à réutiliser les murets, commencer à regarder comment c'était fait, renettoyer la montagne, faire en sorte que rien n'a été fait, tout le monde s'est plaint. Parce que la décision politique a été de ne pas quantifier les dommages que la nature a eus. Du coup, on n'a pas compté les arbres, on n'a pas de ces chiffres. Mais on a demandé quand même de l'argent qui n'est jamais arrivé. Et entre-temps, on a évité de se préoccuper trop de pluies qui auraient pu arriver à la fin de l'été ou en hiver. Parce qu'on avait l'été des vents, et l'été sur une île, ça veut dire du grand tourisme. Enfin, il faut vraiment soigner tous les aspects du tourisme. Moi, j'y ai pensé souvent à la pluie pendant les 2 mois entre juin et juillet. J'ai vraiment pensé beaucoup à la pluie et je m'ai posé la question, qu'est-ce qu'on va faire au moment où il pleut vraiment beaucoup? Il y a une image dans Pelle di Lava qui est située plutôt à la fin du 2e acte et qui a une image qui est très simple et très personnelle en même temps, que je me suis toujours refusée d'enlever du projet, parce que pour moi, en fait, ça a un significat, un sens très très fort, et ça constitue en fait les racines du projet. L'image est une image verticale. On a très loin des nuages. Un petit peu plus près, sous ces grands nuages à l'horizon, on a la partie plus éloignée plus près au volcan du village. Et la distance entre le village et la personne en premier plan est complètement noire. Du coup, c'est de la roche, c'est la plage, c'est la végétation. Et en premier plan, il y a une personne, elle est ma meilleure amie, elle était venue pour m'aider à faire un autre projet, elle est une botaniste. Et ça constitue pour moi la dernière image de ma première vie. C'était le 11 août, et Eugenia venait d'arriver ce jour même ou les jours avant. Les jours avant,
On terminait de faire le tour complet de l'île, de tous les endroits qui avaient été touchés par les grands feux qui a dévoré un peu toute la végétation de notre côté de l'île. Et on était en train de se reposer au soleil pendant ma pause déj avant que je rentre au travail. Et dans cette photo, il y a tout. Il y a toute cette idée d'été et de calme condensé en fait. On est loin de tout, simplement parce qu'on pouvait aller partout. C'est une image qui est très calme et qui, en fait, il y a un avant et un après cette image. Le 9 août, il avait plu énormément et c'était juste avant ma pause, juste après ma pause déj avant de rentrer au travail. Et il y a une première rivière un premier torrent qui est debout, qui a rejoint la ville. Tout le monde l'a pris sur les rires parce que c'était midi, parce que tout le monde était à la plage, parce que finalement il avait plu et il faisait une chaleur infernale. Sauf que le 12, il a plu encore une autre fois et il a vraiment plu. Il a fait la quantité de pluie que même pas en 3 mois d'hiver on arrive à avoir, mais il a fait dans la demi-heure. Et la montagne, pour se drainer, a réouvert des anciens torrents qui s'étaient remplis avec les temps et la boue et les pierres. Et la nature plus fragile du volcan est apparue. Et c'est comme ça que le matin, en fait, on s'est réveillé avec une île remplie de boue. Dans certains endroits, il y avait des maisons qui avaient été comme là où j'habitais, qui se sont littéralement remplies de boue. Et si je regarde en arrière, en fait, quand j'ai regardé ces jours-là, le 12 matin, quelques mois après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste tous les endroits qui n'étaient pas censés être là, qui avaient été construits dans des mauvais endroits ou sans considérer comment la nature opère, ont été remplis de boue. Le reste, ils se sont juste mouillés. Et ça, je pense que ces temps-là, après l'inondation et avant de commencer à créer quelque chose, a été un temps très important pour moi parce que ça m'a amené à regarder les choses, regarder les torrents, étudier tout ce qui s'était passé, essayer de les comprendre et décider comment construire ces projets. J'ai du coup décidé que ce n'était pas la peine de trouver un autre titre pour un autre projet, mais que c'était bien les volcans qui continuaient à parler. Je me suis rendu compte en lisant les premiers actes du monologue de volcan que quelque part, en fait, il y avait déjà une idée de devoir changer de mode de vie, en fait. Même si rien s'était passé, j'avais quand même remarqué après la première année que j'ai passée là, qu'il y avait des choses qu'il fallait changer dans la modalité de vie, dans le mode de vie qu'il y avait de cet endroit. C'était assez bouleversant de le voir après, mais il y avait toutes les racines du documentaire qui s'est fait après. Ça a été une façon de comprendre effectivement sur ma peau ce que ça veut dire en fait qu'est-ce que c'est les effets du changement climatique ou du métamorphose climatique ou à laquelle en fait on n'est pas immune juste parce qu'on est du côté riche du monde. Il y a les temps et les mondes qui rattrapent, même avec les endroits qui sont le moins extrêmes ou les plus anthropisés en fait, comme dans notre cas.
La deuxième image que je pourrais avoir en tête, ça fait partie du troisième acte. Et l'image, en fait, est surexposée. Il y a un ciel très surexposé qui disparaît dans les feuilles blancs. Il y a un rocher très grand. Et il y a des choses qui sont appuyées sur ces rochers. Et c'était la première lessive que j'ai fait des habits mes habits que j'avais retrouvés dans la boue et dans l'inondation. Et je me rappelle que ce jour-là, j'étais sortie avec ma caméra, en fait. C'était une bonne semaine après l'inondation, les coulées de boue, et j'avais décidé que, voilà, vu que j'avais mon appareil photo, ma vie pouvait reprendre de la même façon, en faisant les mêmes choses que je faisais avant. Et on est parti faire cette lessive avec tous ces habits remplis de boue. J'avais mon père et un de mes amis qui venaient m'aider. Et dans les drames de voir toutes des choses, en fait, qui ont été jetées après, qui n'existent plus, je me rappelle d'avoir regardé ces gros rochers avec toutes mes robes, tous mes habits d'été et d'hiver, et je l'ai trouvé très émouvant, en fait. Quelque part, j'ai dit, tiens, c'est comme d'avoir un armoire sur la plage. Et du coup, j'ai pris la photo et j'ai espéré que ça sort aussi. C'était une journée pluvieuse, c'était très gris avec de la lumière diffusée, j'étais pas prête. Et j'ai juste pris la photo sans penser, comme je fais souvent, juste pour avoir les souvenirs d'une émotion, en fait, ou d'un état d'âme plutôt que d'un quelque chose. Et c'est grâce à cette façon de faire les choses que j'arrive à m'attacher aussi à des images qui ne sont effectivement pas bien réussies, mais à des images qui ont une autre valeur rattachée. Que les faits, qu'elles soient parfaites, arrivent d'un moment qui n'était pas parfait non plus, en fait. Mais que moi, je me rappelle très bien comment je me sentais à ces moments-là. Et pour moi, l'importance, par exemple, dans Pelle di Lava, l'importance du texte est très grande parce que Pelle di Lava traite de mon trauma. Même si j'en parle pas effectivement, on le voit. Mais pour moi, c'est une façon de peut-être les dépasser finalement. Je ne sais pas, on saura après, mais de toute façon de les revivre et d'essayer de faire de la place à autre chose autour de ça. Mais du coup, c'est là où au début, je m'étais attachée énormément aux images les plus dramatiques qui étaient postérieurs de toute façon, qui n'étaient pas les moments du drame, c'était après. Et c'était cette amie qui continuait à enlever les photos du drame. Mais Chiara, c'est pas des photos que tu prends normalement. Je lui ai fait confiance et effectivement, je me suis rendu compte il y a pas longtemps, avec une présence massive d'images dramatiques, par exemple sur Instagram, qu'on n'a rien compris, on n'a rien appris de aucune guerre. En fait, on a une familiarité avec des images dramatiques, des images terrifiantes, des images de guerre, de douleur, qu'on est anesthésié, en fait. On les voit, on s'est dit, ah, mince, les pauvres. Mais l'image d'après, c'est un chat, hein, normalement. Du coup, ça passe assez vite. Et moi, je pense qu'on est dans un moment de notre vie de humain, au monde, où il faut vraiment se reconcentrer quelque part, où il faut vraiment trouver les drames, les comprendre. Pas simplement se dire, ah, les pauvres. Il faut vraiment, en fait, se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'ai continué à écrire les monologues du volcan comme un monologue. Ce n'est pas anodin, les choix de faire devenir les volcans humains. Ou de donner au volcan une voix. Je ne pense pas, j'ai utilisé peut-être un vocabulaire que les volcans n'ont pas dans ces bruits normaux, mais de tous les jours, mais je pense que à travers l'observation, à travers
mon vécu dans cet endroit et toutes les choses qui ont changé à partir du feu, il fallait donner une voix à cette nature qui en a effectivement besoin, parce qu'on peut continuer à se répéter qu'il faut polluer moins, mais je pense que la vérité, c'est qu'on n'a pas encore compris pourquoi. Et le pourquoi, c'est juste que la nature, elle va nous tout redonner. Nous, sur l'île, on a reçu de l'éternite qu'on avait laissé dans des déchetteries sauvages sur les flancs de la montagne. Et ben, les torrents, il l'a ramené tout en bas, à côté, sur la plage. Si on parle de mémoire et on parle d'oubli, je pense que voilà, il faut donner quelque chose aux générations qui arrivent ou qui sont déjà là mais qui sont en train de mûrir pour qu'elles, au moins, elles puissent se rappeler et savoir comment, en fait, nous, on a évolué et comment la nature va aller. Je pense que les liens entre l'homme et la nature sur cette île doit être un peu plus recouvert que rétissé. Il faut commencer à reconnaître l'île et les racines de chacun telles qu'elles sont et pas telles qu'elles sont devenues dans les époques. Et ça, c'est une chose que, je pense, les gens de l'île n'ont pas trop envie de les faire, pas tout de suite. Il va falloir, je crois, quelques générations pour retisser, pour vraiment retrouver des vraies racines. Mais du coup, il faut aussi changer le mode de vie. Et changer de mode de vie, ça ne veut pas dire de faire des pas en arrière, parce que moi, j'ai été attaquée souvent, on m'a dit, mais tu veux retourner au passé, tu veux qu'on retourne sans avoir des lots Enfin non, je dis pas ça. Je pense qu'il y a suffisamment des technologies au monde pour, en fait, vivre d'une façon plus naturelle qu'avant. Et ça, c'est la partie plus difficile à faire croire à la politique, en premier. Schiavi della vostra idea di libertà, vi incatenate al mondo terreno e lo scolpite della vostra stessa bruttezza. Ma il mondo non vi somiglia, io non vi somiglio. Parlo e vaneggio sul finire di mezzogiorno, parlo da solo e rifletto. Mi chiedo spesso quando dimenticherete. L'umanità che da qua è passata ha sempre dimenticato i miei capricci, così come i respiri delle antiche generazioni. Ritengo dunque che i propri errori non possano che venire dimenticati ancora prima, ancora più facilmente.